La pluie tombait en diagonale, fouettant les volets comme une main furieuse quand Élise se réveilla en sursaut. Ce n'était pas la tempête qui l'avait tirée du sommeil, ni le tonnerre qui roulait comme une bête affamée au-dessus du village de Fécamp. C'était le cri, un cri d'enfant, un cri qui n'avait rien d'humain. Elle bondit du lit. Dans le couloir étroit, la lumière oscillante du lampadaire extérieur découpait des ombres longues, déformées. Quand elle ouvrit la porte de la chambre de son fils, Julien, 7 ans, la foudre s'abattit tout près, illuminant chaque chose d'une blancheur malade. Julien était assis dans son lit, le visage trempé de sueur, le regard fixé sur un coin vide du mur, comme s'il y lisait une langue que seul lui pouvait déchiffrer. « Maman !» Sa voix tremblait, mais ce n'était pas la peur, c'était la certitude. « Il est revenu », murmura-t-il. « Je t'avais dit qu'il reviendrait. » Élise sentit son ventre se nouer. « Qui ça ?» Julien leva le doigt, lentement, vers l'obscurité derrière elle. « L'homme de braise. Il s'est approché de mon lit. Il a dit que mon temps s'est éteint. » La foudre éclata à nouveau, et quelque chose se passa. Un frisson traversa la pièce. L'air vibra, comme s'il avait été chauffé quelques secondes plus tôt, comme si quelque chose venait de disparaître sous leurs yeux, juste avant qu'elle n'allume la lampe. « Julien, regarde-moi, respire, dis-moi qui est cet homme ?» Le garçon cligna des yeux, comme si la question l'étonnait. « Celui que j'ai fait disparaître avant d'être né ici. » Élise recula d'un pas. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Julien plissa les yeux, une maturité étrange pesant sur ses traits d'enfant. « Dans la vie d'avant, tu t'en souviens pas. On m'a envoyé ici pour réparer, mais lui, il veut reprendre ce que j'ai pris. » La bougie posée sur la commode, qu'Élise n'avait jamais allumée ce soir-là, se mit à vaciller, aspirée par un souffle invisible venant du coin le plus sombre de la chambre. Le vent, dehors, hurlait, mais ce souffle-là venait de très près, beaucoup trop près. « Julien, qu'est-ce que tu vois exactement ?» L'enfant tourna la tête, très lentement, et un sourire triste glissa sur ses lèvres. Lui, la bougie s'éteignit d'un coup sec. La pièce plongea dans une obscurité compacte, et le silence, soudain, fut plus effrayant encore que le cri initial. Quelques heures plus tard, alors que Julien dormait dans le canapé du salon, le visage encore crispé, Élise fixait son téléphone, les doigts tremblants. Sur l'écran, un numéro qu'elle s'était juré de ne plus jamais composer, mais le monde venait de basculer. Elle respira profondément et appela. « Bonsoir », répondit une voix faible et rocailleuse. « Je suppose que si vous me contactez, c'est que cela recommence. » Un professeur Marchand, Julien le voit encore. Il voit cette chose, silence. Un silence tellement épais qu'elle dut le rompre. Vous m'aviez dit que c'était une phase, une mémoire confuse, une imagination trop vive. Je vous ai dit cela pour vous protéger, Élise. Mais nous savons tous deux que ce que votre fils perçoit n'est ni un délire, ni un rêve. Le ton du professeur devint grave, presque cérémonial. Ce que votre enfant voit, c'est un passé qui refuse de mourir. La pendule suspendue au mur grinça, puis s'arrêta. Le balancier suspendu en plein mouvement. « Je vous en prie, » dit Élise d'une voix brisée. « Dites-moi la vérité. » Dans le combiné, Marchand inspira longuement, comme quelqu'un sur le point d'annoncer une condamnation. « Votre fils n'est pas simplement porteur d'un karma ancien, il est recherché. » Le mot tomba comme une pierre dans un puits. Recherché. Par qui? Par celui dont il a brisé l'existence avant sa naissance. Le téléphone glissa de la main d'Élise. Quelque chose raclait dans le couloir, un bruit long, aigu, comme une griffe tirée sur du bois ancien. Élise s'avança vers la chambre de Julien, le souffle court, la gorge sèche. Quand elle poussa la porte, la pièce était plongée dans une obscurité opaque. Mais Julien était assis dans son lit, immobile, regardant le mur comme s'il y lisait un message cruel. « Mon cœur, tu es réveillé. » Il tourna la tête très lentement, beaucoup trop lentement pour un enfant. Il m'a dit son nom. Une sueur froide coula dans le dos d'Élise. « Quel nom ?» Julien sourit. Un sourire qui n'avait rien d'enfantin. « Ajarel. Qui est-il ?» Celui qui veut m'emporter. La lumière du plafond s'alluma d'un seul coup. Les murs tremblèrent. La fenêtre vibra sous un vent inexistant.
Julien s'effondra sur l'oreiller. Quand il reprit conscience, ils étaient déjà sur la route. La tempête s'était calmée, mais le ciel restait chargé d'une lourdeur que la Normandie connaissait trop bien. Épaisse, humide, presque vivante. « Où on va, maman ?» demanda Julien, la voix fragile. « Chez quelqu'un qui peut nous aider. » Aider pour Ajarel? La façon dont il prononça ce nom fit trembler les mains d'Élise sur le volant. « Oui. » Julien tourna son visage vers la vitre où coulaient les dernières gouttes de pluie. « Maman. »« Oui? Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de la fillette ?» Élise sentit une lame invisible lui traverser le cœur. « De quelle fillette ?» Julien continua de regarder dehors. « Celle que tu as perdue, avant moi. Il m'a montré. Il a dit que c'est elle qui devait naître, pas moi. » Élise se sentit vaciller. La route se brouilla un instant. « Julien, tu ne devrais pas savoir ça. Mais je sais, je l'ai vu, je t'ai vu aussi, dans l'hôpital, dans la lumière blanche, dans la douleur. » Un silence tomba dans la voiture, un silence trop lourd pour un enfant de 7 ans, car Julien avait raison. Il n'était pas seulement en train de revivre sa vie passée, il revivait la sienne, la grossesse, la perte, la nuit où tout avait basculé sous un ciel sans lune. Et dans ses souvenirs réapparus, il y avait quelque chose, quelque chose qui n'était pas humain. La maison du professeur Marchand se dressait au bord d'une falaise, une bâtisse du 19e siècle rongée par le vent de mer. Les volets pendèrent de travers. La porte grinça avant même qu'Élise ne la touche. Il l'attendait. « Entrez. Il ne reste plus beaucoup de temps. » Julien observa le vieil homme sans peur, comme s'il le connaissait depuis toujours. « Vous voyez, vous aussi ?» demanda-t-il. Marchand hocha la tête. « Je vois depuis plus longtemps que tu n'es en ce monde. Et je vois que ce qui te poursuit est proche, trop proche. » Élise éclata presque. « Je veux juste savoir comment empêcher cette chose. Mon fils ne peut pas vivre ainsi. » Marchand posa la main sur une table couverte de poussière et d'encens consumé. « Pour empêcher, encore faut-il comprendre. » « Comprendre quoi ? L'erreur, la vôtre et la sienne. » Élise sentit ses genoux faiblir. « La mienne ? Vous avez oublié ce qui s'est passé avant sa naissance. Mais Ajarel, lui, n'oublie rien. » Il éteignit les lampes, alluma une vieille lanterne à huile dont la flamme dansait comme un serpent. « Votre fils n'est pas poursuivi par un simple esprit errant. » Élise retint son souffle. « Alors, qu'est-il » Marchand planta ses yeux dans les siens. « Il est le lien brisé d'un pacte ancien, un pacte que vous deux avez déjà affronté, un pacte qui devait être payé par le souffle d'un enfant. » Julien releva la tête, fasciné. « Je me souviens, dit-il. C'était du feu. Le monde entier était en feu. »« Oui, confirma Marchand, parce que c'est là-bas que tu l'as tué. » La lanterne grésilla, le parquet frémit, un souffle lourd passa entre les murs. Ajarel ne cherche pas vengeance, il réclame ce qui lui fut promis. Une âme offerte, une âme interrompue. Les murs tremblèrent. Julien ferma les yeux. « Il est là », chuchota-t-il, et la pièce devint chaude, trop chaude, chaud comme un four, chaud comme un brasier dans lequel une présence respirait. Une ombre monta derrière Julien, une ombre pulsante, vivante. Elle s'étendit, se déforma, se cambra comme une colonne de fumée noire. Élise hurla. « Ne le touche pas !» L'ombre ondula, comme amusée. Marchand récitait des mots anciens, ses mains tremblant comme si une force invisible les tordait. « Élise, écoutez-moi, vous devez vous souvenir, c'est la seule façon de rompre le lien. » Quel lien ? Celui qui vous unit à lui, le pacte, le trauma que vous avez enseveli. Puis, l'ombre posa un doigt incandescent sur l'épaule de Julien. Et Élise bascula. Plus de maison, plus de vent de mer, plus de Normandie, juste le vide. Un vide blanc, glacial, infini. Puis une silhouette, une jeune femme, elle-même, avec un nourrisson dans les bras, une petite fille, la fillette perdue. Mais cette fois, la scène n'était pas celle de l'hôpital. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas la pluie, ni la route humide qu'on lui avait racontée. Sur la route déserte, illuminée par des phares immobiles, quelqu'un se tenait là. Quelqu'un aux yeux rouges, des yeux comme des braises vivantes. Ajarel. Elle l'entendit. Elle s'entendit implorer. « Sauvez-la, je vous en supplie. » Et une voix répondit «
Comme un souffle dans une fournaise, le prix sera réclamé. Puis la fillette mourut. Et Élise oublia, ou plutôt, Ajarel la força à oublier. La vision s'effaça, la maison revint. Julien criait. L'ombre se déployait autour de lui. Élise se posta entre eux. Je me souviens. L'ombre s'interrompit. Elle recula d'un pas brûlant. Marchand hocha la tête, comme si ce simple souvenir réécrivait les règles. Continuez, Élise, continuez. C'est fini. Tu m'as pris ma fille. Tu as pris ma mémoire. Tu as volé ma paix. Mais tu ne prendras pas Julien. L'ombre gronda. Des fissures coururent le long du plafond. Julien respirait à peine. « Va-t'en » hurla Élise. « Le pacte est terminé. »« Non !» La voix d'Ajarel éclata comme un tonnerre dans une cathédrale. L'âme promise sera à moi. Le plancher brûlait sous ses pieds. Alors Élise fit ce qu'aucune mère n'aurait osé. « Prends-moi, pas lui. » Marchand blêmit. « Élise, vous ne savez pas ce que vous faites. »« Si, je sais exactement. » Julien pleurait silencieusement. « Maman, non. » Mais elle ne bougea pas. Ajarel s'approcha lentement, majestueux, infini. « Tu offres ton souffle à ma flamme ?» Oui, silence. Silence total. Puis, Julien se leva, titubant, fiévreux, mais debout. « C'est moi qu'il veut, moi, pas elle. » Élise hurla. Marchand tenta de le retenir, mais Julien avança. « Je me souviens, dit-il. Je t'ai détruit là-bas, dans l'autre vie. Je t'ai privé de ton destin. Alors aujourd'hui, je rends ce que j'ai pris. » L'ombre frémit. Un portail de flammes se déchira dans la pièce. Julien fit un pas, puis un deuxième. Et la pluie tombait comme des aiguilles cette nuit-là. Pas une pluie douce, non. Une pluie lourde, violente, presque agressive, qui martelait les toits des vieilles maisons de pierre comme si le ciel essayait d'effacer quelque chose de la terre. Au milieu de cette tempête, une silhouette courait. Une femme, ses cheveux collés à son visage, ses mains tremblantes, sa respiration coupée par la peur. Elle tenait contre sa poitrine un petit corps frêle enveloppé dans une couverture bleue. L'enfant ne bougeait presque plus. Ses yeux mi-ouverts brillaient d'un éclat étrange. Pas de fièvre, pas de douleur. Un éclat qui n'appartenait pas tout à fait à ce monde. « Tiens bon, mon amour, tiens bon », murmura-t-elle entre deux sanglots. Mais dans sa voix, il n'y avait plus d'air, plus de force, seulement un désespoir pur. Elle atteignit enfin la vieille clinique au bout du village. Une lumière jaune vacillait derrière les vitres comme si elle hésitait à rester allumée. La femme entra. Le choc fut immédiat. Le médecin, un homme âgé, aux yeux lassés par trop d'années de batailles perdues, observa l'enfant et pâlit. Depuis combien de temps? Depuis ce matin, il est devenu froid. Il disait qu'il voyait une femme près de son lit. Une femme que je ne voyais pas. Un silence lourd tomba. Le médecin s'approcha du garçon, posa 2 doigts sur son poignet. Rien. Puis il sentit quelque chose. Un souffle. Une pulsation faible, presque inexistante, comme un fil qui refuse de se rompre. « Ce n'est pas possible !» murmura-t-il. « Quoi ? Dites-moi, cet enfant, il ne devrait même pas être conscient. » Le garçon ouvrit les yeux, et à cet instant, la pièce entière sembla se figer. Une brume légère, presque invisible, passa autour de lui comme un souffle ancien. Le médecin recula d'un pas. « Madame, votre fils n'est pas seulement malade. Il avala difficilement sa salive. Il porte quelque chose que je ne comprends pas. » La femme tomba à genoux, serrant son fils contre elle. « C'est un enfant comme les autres. »« Non !» répondit le médecin d'une voix douce mais ferme. « Cet enfant n'est pas comme les autres. Son regard, ce n'est pas celui d'un enfant qui souffre, c'est celui de quelqu'un qui se souvient. Qui se souvient de quoi? D'une vie qui n'est pas la sienne. » Le tonnerre frappa à l'extérieur. Le garçon parla enfin. Sa voix était calme, fragile, mais assurée, comme s'il répétait quelque chose entendu depuis très longtemps. « Elle revient pour moi. »« Qui revient ?» demanda la mère, le cœur battant. « La femme de lumière. » Sa mère sentit sa peau se glacer. Le médecin ouvrit grand les yeux, mais avant qu'il ne puisse parler, toutes les lumières de la clinique s'éteignirent d'un seul souffle. Un noir complet, un silence écrasant. Puis, un murmure, presque une berceuse, un chant très ancien.
L'enfant sourit doucement, comme si ce son appartenait à un endroit qu'il avait aimé autrefois. « Elle m'attend, là-bas ». La mère hurla son nom, mais le chant continua. Et dans ce noir total, une lueur blanche apparut derrière l'enfant, une silhouette féminine floue, comme sculptée dans de la brume. Le médecin fit un pas en arrière. La mère n'osa plus respirer. L'enfant, lui, regardait avec paix. La silhouette tendit une main vers lui. « Non !» cria la mère. La silhouette s'arrêta. Sa main se baissa doucement, comme si elle respectait la douleur humaine. Puis, elle disparut. La lumière revint. L'enfant tomba dans les bras de sa mère, inconscient, mais respirant. Le médecin, tremblant, se pencha vers elle. « Madame, je crois que votre fils vient de repousser quelque chose, ou quelqu'un, que nous ne verrons jamais dans nos vies. » Elle leva la tête, les yeux pleins de larmes. « Dites-moi ce qu'il a, je vous en supplie. » Il inspira profondément. « Je crois que votre enfant porte une ancienne mémoire, une lumière ou une blessure qui ne lui appartient pas. » La mère serra son fils plus fort. « Alors, dites-moi la vérité. Votre fils est né avec un don qui peut sauver ou détruire. Et cette chose, cette présence, reviendra. » Un nouveau silence s'installa. « Reviendra quand ?» Le médecin baissa les yeux. « Quand il sera prêt. » La femme sentit un frisson parcourir son échine. Et sans le savoir, cette nuit-là n'était que le début, parce que ce que l'enfant portait en lui n'était pas un miracle. C'était un appel qui ne resterait pas sans réponse. Si cette première partie vous a touché, ému ou même bouleversé, dites-le moi dans les commentaires. Avez-vous ressenti un frisson, une larme, une connexion avec cet enfant? Si vous voulez absolument la partie 2, écrivez simplement « Je veux la suite ». Je lirai tout. Et si beaucoup la demandent, la partie 2 arrivera plus vite que vous ne l'imaginez.